frontières, bonjour et bonne arrivée sur la meilleure des plateformes de l'entrepreneuriat. De votre position, que vous soyez en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Mali, en France, en Europe, en Italie, vous êtes à la meilleure part. Parce que Leaders sans frontières est la plateforme qui vous permet de pouvoir vous enrichir en matière d'entrepreneuriat. Le promoteur de Leaders sans frontières, le fondateur de Leaders sans frontières, c'est une mission pour lui, c'est une vocation pour lui. Et c'est pour cela que M. Ban Olivier se donne le plaisir de nous offrir ces sessions de formation pour nous enrichir tous les jours avec son expérience, avec sa vie, avec sa vocation. Nous avons entamé il y a 3 semaines déjà un thème assez crucial, un thème assez important sur l'entrepreneuriat, c'est-à-dire comment effectuer un investissement rentable et durable. C'est bon d'avoir des idées d'entrepreneuriat, mais c'est aussi bon de savoir comment on effectue ces investissements-là de façon durable et rentable. Pendant 3 semaines, M. Ban-Olivier nous a donné des clés, des recettes, des astuces. Nous sommes à la 4e partie, à la fin de cette session. C'est sûr que vous aurez tous les rudiments, c'est sûr que vous aurez tout ce qu'il faut pour aborder cette vie entrepreneuriale avec des fondamentaux qu'il va nous partager avec sa propre expérience. Je voudrais à nouveau souhaiter une cordiale bienvenue à l'ensemble de nos leaders et bien entendu, comme vous pouvez le constater, et sachez que nous sommes heureux, n'est-ce pas, de vous compter parmi nos leaders. Et également, c'est toujours un plaisir tous les mardis à partir de 11h30 et de pouvoir nous retrouver avec vous à travers notre canal de diffusion et Leaders sans frontières sur Facebook Live. Et comme vous le savez, mes chers leaders, depuis bientôt maintenant 1 an et demi, bientôt 2 ans, et nous vous accompagnons dans la construction, n'est-ce pas, de votre leadership dans le domaine de l'entrepreneuriat et pour certains même dans la construction de votre carrière professionnelle. Alors, je voudrais vous inviter, vu la sensibilité et l'importance de ce thème, n'est-ce pas, à partager massivement sur vos pages Facebook, sur l'ensemble de vos plateformes, n'est-ce pas, les groupes WhatsApp auxquels vous êtes abonnés, sur les forums, pour permettre à une multitude de personnes qui aspirent à l'entrepreneuriat ou alors qui ont du mal à construire une carrière professionnelle, à se joindre à nous, parce que le plaisir est le nôtre, n'est-ce pas, de vous partager des clés qui vont vous permettre d'éviter beaucoup de pièges dans le domaine de l'investissement. Je vous l'ai dit à maintes reprises, mes chers leaders, et je répète, il ne s'agit pas simplement d'avoir de la liquidité ou la capacité financière pour investir et réussir, mais il faut savoir exactement les clés que vous devez maîtriser et que vous devez coordonner de sorte à vous assurer que chaque fois que vous vous engagez dans un investissement, mais vous pouvez assurer le succès et en même temps réduire éventuellement les risques de pertes catastrophiques tels que nous l'avons constaté ces dernières années et où des masses populaires se sont ruées vers des investissements dits spectaculaires en termes de retour sur investissement et à la fin, n'est-ce pas, nous nous sommes rendus compte que cela fut un chaos généralisé puisque beaucoup de personnes, malheureusement, certaines personnes y ont injecté leurs économies, d'autres même sont allés jusqu'aux emprunts bancaires et aujourd'hui, cela même a détruit des foyers, des amitiés se sont complètement disloquées, tout simplement parce que on a cru à une opportunité qui dans les faits était qu'une arnaque. Et donc, c'est pour vous aider, surtout les entrepreneurs que vous êtes, les investisseurs que vous êtes et ceux qui veulent multiplier leurs ressources, à savoir exactement dans quoi vous devez investir pour ne pas vous exposer à des risques notoires dont les conséquences peuvent, n'est-ce pas, vous faire connaître des retards dans la vie. Et nous vous l'avons dit ici, mes chers leaders, il y a plusieurs natures d'investissement. Et déjà, nous l'avons présenté, je ne vais pas encore insister. Vous avez des investissements
de nature ou bien de type court terme, vous avez des investissements à caractère moyen terme et d'autres investissements également qui, eux, ont, n'est-ce pas, un caractère long terme. Et cela voudrait dire qu'il faut savoir quelle est la nature de l'investissement et dans lequel je m'engage. Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, et le constat il est amer, ont réalisé des investissements dont la nature relève d'un investissement à long terme. Pendant que ces personnes s'attendent à un retour sur investissement à court terme, il est tout à fait clair que cela ne marchera pas parce que le caractère d'un tel investissement ne peut pas produire des résultats à court terme ou alors à moyen terme. Et d'autres encore se sont engagés dans des investissements à moyen terme et ils leur ont donné un caractère à long terme. Vous voyez, donc il y a une sorte de confusion. Et lorsqu'il y a confusion, naturellement, il y a échec. Et à l'absence de l'échec, malheureusement, on n'est pas préparé pour endurer l'attente. Parce qu'il y a des investissements et lorsque vous le faites, vous devez développer la capacité, une capacité de résilience et avoir ce qu'on appelle la grâce de patience. Voyez, malheureusement, beaucoup de personnes ont tout mélangé. Et mes chers leaders, aujourd'hui, permettez que je vous présente quelques secrets en matière d'investissement, surtout lorsque vous avez une entreprise que vous voulez développer, ou alors si vous voulez investir dans la vie. Cela est important que vous sachiez qu'il y a des secrets qui vous permettent, n'est-ce pas, et de pouvoir saisir des opportunités selon leur temps, selon leur maturité, ou alors selon les urgences ou les défis du moment. Mes chers leaders, vous savez, dans mon parcours entrepreneurial, j'ai eu à observer beaucoup de réalités et de changements dans le monde. Et surtout dans le domaine du numérique, dans le système bancaire et dans bien des secteurs d'activité économique. Et cela m'a donné de tirer des leçons et de savoir exactement qu'il y a des opportunités souvent qui exigent que vous y mettiez le prix. Je voudrais vous prendre par exemple le cas du football. Si vous regardez bien pour ceux qui sont passionnés de football, vous allez vous rendre compte que les clubs sont à l'affût de deux choses. Ils sont à l'affût pour détecter les talents. J'ai dit bien détecter les talents, c'est-à-dire le talent n'est pas encore révélé. Et donc ils ont des agents dont le métier c'est de détecter les talents. On regarde le potentiel des jeunes talents qui sont généralement dans les académies footballistiques ou alors qui évoluent dans des petits clubs. Vous voyez, tels que les clubs de 3e division, 2e division, ainsi de suite. Et lorsqu'ils les détectent, généralement ils font des transferts à quelques milliers, centaines de milliers d'euros, voire 500 000 euros, maximum 1 million d'euros, 200 000 euros, 100 000 euros, ainsi de suite. Mais ils savent très bien que ce joueur a du talent et qu'il a un potentiel à travailler et il suffit d'y croire. Et lorsqu'ils le détectent, généralement au moment de le détecter, ce joueur n'est pas connu. Donc, il y a une moindre valeur marchande sur le marché. Et parce qu'ils ont l'œil, n'est-ce pas, de l'investisseur. Ensuite, vous allez vous rendre compte, toujours dans le même domaine footballistique, il y a également des joueurs déjà confirmés. Des grands joueurs qui sont devenus des stars et des célébrités mondiales et qui ont déjà fait leurs preuves. Regardez le cas ces dernières années de Messi ou de Ronaldo, de Benzema et de Drogba, tous ces joueurs, de Eto'o, un peu partout. Regardez les sons faramineux, vous regardez aujourd'hui Alan à Manchester City. Quand vous regardez tous ces joueurs, on fait l'objet de transferts à des sommes faramineuses parce que ces joueurs ont déjà pris une valeur marchande exceptionnelle au point que si tu veux vraiment ce joueur, il faut payer le prix. Et souvent, c'est vrai, nous avons le sentiment que les valeurs sont trop exagérées, oui, mais ce joueur-là, c'est sa valeur sur le marché, qu'est-ce que vous voulez? Et si tu veux devenir un grand club qui domine ses concurrents, mais il faut y mettre beaucoup. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des équipes qui sont prêtes, toujours, à y mettre le prix. Donc, mes chers leaders, ce sont les réalités. Donc, lorsque nous prenons ce parallèle dans le milieu du sport, cela est également valable
dans le cadre d'investisseurs ou alors d'investissement. Écoutez et prenez note. Je vous expose aujourd'hui 3 stratégies d'investissement pour qui veut aller loin et qui veut entreprendre. Vous devez être prêt à payer le prix pour une opportunité qui a déjà pris de la valeur et qui vous donne un avantage compétitif et en même temps qui réduit considérablement le risque d'une concurrence suicidaire. Le problème de beaucoup d'entreprises chez nous, et là je prends le cas spécifique de l'Afrique, vous allez trouver souvent des entreprises nationales d'une certaine taille qui sont devenues un peu des fleurons. Et à travers cette plateforme, j'ai l'occasion de m'adresser peut-être à certains de nos aînés. Et vous allez vous rendre compte que ces entreprises ont atteint une certaine taille importante, que ce soit dans le domaine des banques, des télécoms, ou même du secteur chimique, de l'industrie. Et c'est là que je dis, souvent il y a des personnes qui manquent de vision stratégique. J'ai analysé le monde des entreprises en Occident, en Asie et en Afrique, et je suis arrivé à une conclusion. Nous en Afrique, nous avons la tendance égoïste à vouloir tout créer et à vouloir tout réinventer. Et ce qui fait que la croissance de nos grandes entreprises prend du temps. Conséquence, on n'arrive même pas souvent à traverser les frontières de notre pays, voire de notre sous-région ou du continent. Parce qu'on a une tendance égoïste. Et je voudrais vous dire, vous allez vous rendre compte que par exemple, à l'opposé en Amérique et en Occident de façon générale, la plupart des grandes entreprises qui dominent des secteurs entiers d'activité ont développé une tendance à racheter des PME qui ont déjà fait leurs preuves et qui ont pris de la valeur. Souvent, ils sont prêts à les racheter, par exemple, à 10 millions d'euros, 20 millions d'euros, 15 millions d'euros, 50 millions d'euros, de sorte à renforcer leur avantage compétitif et stratégique sur un marché bien donné. Mais chez nous, au lieu de cela, qu'est-ce que la plupart de nos aînés font? Ils préfèrent eux-mêmes recréer des sociétés dans le même domaine, pour lesquelles ils ne sont pas forcément des experts. Parce que pourquoi? Ils ne veulent pas partager avec les jeunes entrepreneurs qui ont déjà réussi dans ce domaine et qui sont devenus experts. Donc vous allez vous rendre compte qu'on veut tout recréer parce qu'on ne sait pas faire des investissements stratégiques durables, de sorte à pouvoir tirer parti des talents et des autres jeunes qui ont pu développer des solutions spécifiques dans des domaines bien donnés. Donc on a des usines à gaz où le même grand groupe pour faire tout. Il est intégrateur. Il vend des solutions télécom aux entreprises. Il est devenu concurrent des intégrateurs sur le marché au lieu de payer une société d'intégration directement. Racheter une société d'intégration pour renforcer son avantage compétitif sur le marché du corporate. Il est à la fois développeur, il est en même temps fournisseur de fibres optiques, il est fournisseur de réseaux. Mais tu as quelle année pour te développer, pour devenir un grand groupe au plan international? Il est devenu constructeur de bâtiments. Mais where are you going? Parce qu'il n'y a pas une vision stratégique. De dire que souvent il faut être prêt à mettre le prix. Écoutez-moi bien. Souvent lorsque tu rachètes par exemple une entreprise, ce n'est pas simplement son capital patrimonial que tu rachètes, ou bien ses solutions, c'est aussi les individus. C'est-à-dire le capital humain, l'intelligence qui est à la base de cette solution. Donc vous voyez, nous n'avons pas compris où se trouve la véritable richesse. La véritable richesse n'est pas dans le matériel physique que tes yeux voient, ça est dans l'esprit de ceux qui ont conçu la solution. Et je vous prends le cas de Facebook. C'est là qu'il nous est difficile de compétir, faire la compétition face aux Blancs. Lorsque vous allez au plan international, vous allez vous rendre compte que ce que nous appelons grande entreprise, lorsqu'on arrive en Amérique ou en Europe, grande entreprise en Afrique, ça devient PME en Europe. Parce qu'on est trop petit en fait. On n'a pas su se développer de façon stratégique. On ne peut même pas m'asseoir les grands groupes autour d'une table pour débattre. Parce qu'on devient des nés. Parce qu'on perd le temps par principe d'égoïsme à vouloir se développer tout seul, au lieu de permettre à tout un éventail de sociétés autour de soi de croître avec toi
parce que tu sais y mettre des investissements stratégiques. À défaut de les racheter, pourquoi ne pas les financer pour accélérer leur développement et en même temps bâtir des partenariats stratégiques? Regardez le cas de Facebook. Regardez le cas de Facebook. Aujourd'hui, le messenger de Facebook aurait disparu si Mark Zuckerberg n'avait pas racheté WhatsApp. Quand il faisait son chèque de 19 milliards de dollars, tout le monde a crié au scandale. Mais c'est ce qui a permis à Facebook, aujourd'hui, d'être là où ils sont et de continuer à dominer le secteur des réseaux sociaux. C'est ça la réalité. Parce qu'ils ont un visionnaire à la tête. C'est un investissement stratégique qui lui a permis d'asseoir sa domination sur le secteur qui est en train de leur échapper. Donc, soyez prêts à payer le prix pour des opportunités qui ont déjà pris de la valeur en faisant le choix de faire des investissements stratégiques à long terme et aux conséquences exceptionnelles. Beaucoup de personnes n'ont pas cette mentalité lorsqu'ils doivent investir. Tout le monde crée toujours une nouvelle entreprise. Est-ce que vous savez que vous pouvez devenir propriétaire d'entreprise en trouvant quelqu'un qui a sa société en main et qui grouille pour le développer, qui n'en a pas la capacité? Vous pouvez en prendre la majorité tout de suite et devenir propriétaire d'entreprise. Sachez qu'une entreprise est comme une marchandise aussi qui se vend. Mais cela n'est pas assez développé dans nos consciences populaires ici. Chacun veut inventer pour lui, chacun veut recréer pour lui. C'est ça la réalité. Tu es dans le domaine, par exemple, je ne sais pas moi, de la coiffure. C'est beau. Au début, tu faisais coiffure. Et tu te rends compte que ceux qui viennent chez toi veulent faire des pédicures, manucures, tout ça. Et après, ils veulent faire tout ce qui est comme beauté. Et tu vas aller ouvrir encore une boutique de beauté. C'est beau. Mais peut-être que tu as une voisine qui est à côté de toi, qui elle est spécialisée dans le domaine de beauté, mais elle n'a pas la baraka, comme on le dit. C'est-à-dire de prospérer des reçus comme toi. Donc au lieu d'aller ouvrir une boutique à côté d'elle pour faire compétition et tout de vous finissez dans la sorcellerie, pourquoi ne pas racheter cette boutique qui est à côté de toi, qui est spécialisée dans la beauté, et étant tes activités, permettre à la personne de gagner, mais en même temps accélérer ta croissance. C'est pour cela que dans les marchés, vous voyez beaucoup de canaries devant les boutiques. Parce que les gens ne savent même pas que celui qui semble être mon concurrent de lui, je peux les racheter et ensemble on peut tous gagner. Et que c'est un investissement stratégique qui a pris de la valeur et dans laquelle je peux investir. Conséquence, on court dans tous les sens. Chaque jour, on crée une nouvelle société. Moi, je connais quelqu'un, lui, chaque année, il a une nouvelle société qu'il crée. Je lui dis, tu as créé groupe. Il dit, non, je n'ai pas créé groupe. Je dis, mais tu as 10 sociétés. Ah! Tu vas où? Tu ne vas pas t'en sortir parce qu'il y a ABC dedans aussi. Parce que chaque société vient avec ses problèmes fiscaux, ses problèmes sociaux, collaborateurs. Je vais vous dire une chose. Lorsque nous, on est rentrés dans le milieu, dans le domaine de l'industrie à travers l'agriculture, vous allez vous rendre compte que certains de mes collaborateurs qui étaient à Abidjan, qui sont des techniciens en télécom, actuellement, si vous arrivez à tout me dire, il y a certains qui travaillent là-bas en tant que fermiers. Cela va vous choquer. Ils sont en train de faire élevage, formés par les Israéliens. C'est vrai que j'ai recruté des jeunes qui ont fait l'école d'agriculture. Mais je suis dans un domaine industriel, avec des fermes automatiques. Tout est industriel. Vous allez trouver par exemple de l'électronique, de la mécanique, de l'électricité, des capteurs, des systèmes d'énergie, de télécom, d'interconnexion, d'alarme, il y a tout. Donc je me suis rendu compte que c'est un environnement technologique. Même si c'est pour élever poulet. Donc il y a des certains de mes jeunes qui disent, ah papa, nous on va aller travailler au complexe à Toumoudi là-bas. On les a envoyés. Aujourd'hui, allez-y voir les miracles qu'ils sont en train de faire là-bas. Voyez? Avec la capacité à reconvertir, à adapter selon l'évolution de tes activités. Parce que je forme mes collaborateurs non pas à être des employés. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Moi, je ne forme pas des employés. Je forme des alliés stratégiques dans ma société.
Chaque collaborateur est un allié stratégique qui construit sa vie à travers la société dans laquelle il travaille. C'est très clair dans mon esprit. Et ici, nous, on veut tout réinventer. Parce qu'on n'a pas l'esprit ouvert à regarder autour de nous qui fait quoi. Et quel est le prix que je suis prêt à payer. Parce que dans notre analyse, pourquoi je vais payer et puis le jeune là, il va devenir riche comme moi. Et pendant ce temps, tu es en train de faire faillite. Dans 5 ans, là, sa société là va te tuer. Sa solution là va te faire faillite. Donc je voudrais interpeller tous ceux qui gèrent des grandes entreprises. Regardez autour de vous, il y a des PME en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans les pays où vous êtes, qui font déjà des exceptions. Au lieu de chercher à créer une société pour lui faire compétition, peut-être c'est le moment pour toi d'aller le racheter ou bien investir dans cette société, non? Ça te fait gagner en temps, en efficacité et cela accélère ta croissance. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons des grandes sociétés qui se développent difficilement chez nous. Voyez, si un jour moi je suis président, j'allais légiférer pour prendre une décision, pour imposer à la plupart des grands groupes d'investir dans des PME de façon stratégique. Ça allait être une loi en Côte d'Ivoire, assortie d'un décret. C'est la vérité. Parce que lorsque vous prenez par exemple Boeing ou bien Airbus, c'est le nom que vous voyez comme ça. Mais allez-y, regardez autour d'eux. La panoplie de PME spécialisées dans des domaines. Les sièges d'avion sur lesquels nous asseyons dans les avions, ce n'est pas Boeing ni Airbus qui le fabrique. Ce sont des PME. Le tissu même, il y a une PME qui est à part qui fabrique ça. Les sièges, il y a une autre société à part. À part les pièces stratégiques et sensibles, tout le maillage que tu vois comme assemblée carcasse là, Airbus ou bien Boeing ne perd pas leur temps. Il y a des gens qui se sont spécialisés sur le design extérieur, intérieur. Eux là, c'est eux qui fabriquent ces pièces. Tout le reste là, c'est des usines d'assemblage. Mais nous, on réinvente tout. Parce qu'on a une mentalité égoïste. Et c'est la raison pour laquelle souvent nous n'avons pas des économies inclusives. Parce que la plupart des grands groupes, leurs ressources ne descendent pas à travers les PME pour toucher les masses. Ça, c'est déjà une délivrance pour un pays. Et c'est ce qui va permettre non seulement d'avoir des grands groupes qui sont dynamiques et qui peuvent aller à la conquête du reste du monde, mais d'avoir des PME dynamiques parce que la plupart des entreprises qui émergent et qui réussissent arrivent à faire des investissements stratégiques dans les PME et dans les startups. Et ça, c'est stratégique, c'est durable et c'est rentable. Parce que tu recrutes en même temps indirectement des collaborateurs déjà convaincus de leur métier. Pas des collaborateurs pour lesquels tu vas aller faire des formations pour leur donner culture d'entreprise, ils sont déjà convaincus. Et en plus d'être convaincus, ils ont déjà l'esprit de prise de risque et d'entrepreneuriat. C'est un avantage. C'est 10 fois plus rentable que de créer toi-même puis d'aller embaucher de nouvelles personnes. C'est pour cela que beaucoup d'initiatives à l'intérieur des grands groupes font l'objet d'échecs. Faut prendre note. Ça aide. Deuxième stratégie d'investissement que je vous propose. Il y a toujours des opportunités qui n'ont pas encore pris de la valeur. Et généralement, c'est le cas des startups. Ou alors, d'une innovation. Vous allez vous rendre compte que nous, tu vois quelque chose, ça n'a pas encore pris de la valeur. Très peu de personnes en parlent. Et ça demande que tu aies le flair pour détecter le futur. Ce qui va animer le futur. Si tu veux être un entrepreneur succès, il faut que tu apprennes à fleurir le futur. Il faut que tu sentes le futur. Tu vois dans une opportunité qui semble ne pas réussir, mais tu sais que dans 2, 4, 5 ans, l'avenir se trouve là-bas. Vous savez, j'ai été surpris d'aller à une réunion de jeunes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Et 90% des jeunes qui passaient, qu'on présentait, se présentaient comme étant entrepreneurs. 90%. Ça va vous choquer. Soit il était fondateur de ONG ou de fondation. Bon,
à 20 ans, 25 ans, je ne sais pas de quelle fondation il parle. À 30 ans, je ne sais pas quelle cause il soutient. Déjà, c'est déjà problématique pour moi. Ou alors, il gère un cabinet de formation comptable et fiscale. Tu as 2 ans d'expérience dans le domaine des finances et tu dis que tu es conseiller fiscal et juridique. Tu vas conseiller qui en Côte d'Ivoire? Il est déjà consultant à 22 ans, 24 ans. Tu consultes, tu es conseiller de quoi? Si tu es jeune que tu m'écoutes, il faut prendre note. Dans toute l'économie africaine, agriculture, nouvelles technologies et investissement vert, c'est-à-dire écologique, recyclage, tout ça là, tu n'as rien vu. À défaut, eux tous sont opérateurs immobiliers. Je vous assure, il est vendeur de maisons, vendeur de terrain. Je ne dis pas que c'est mauvais. Si c'est une passion, c'est un projet dont tu es convaincu. Mais je me suis dit que 90% des jeunes qui se présentaient comme entrepreneurs, s'il n'est pas conseiller, à 25 ans, il a cabinet de conseil. Il a cabinet comptable, cabinet juridique, ONG, fondation. Et je les regardais avec des épaules frêles. Et lui, il dit qu'il a créé ONG pour aller lever des fonds pour venir financer des causes dans son village. Ce n'est pas mauvais. Mais en réalité, ça c'est l'absence d'idées et de personnes qui ne sont pas fleurées les opportunités d'avenir. Et qui ont fait le choix de ce qui est facile. Parce que c'est facile de créer ONG pour aller demander l'argent aux autres pour faire vivre ça que d'entreprendre. C'est vrai qu'est-ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social et citoyen. Tout ça, nous le savons. Mais pour une jeune de 25 ans, tu fais quoi dans la fondation? Quand même, ça m'a choqué. Et après, je disais pendant 6 ans, je dis, mais est-ce que tu as entendu ce que j'écoute même? 90% des jeunes qui sont en train de se présenter, ils n'ont pas d'opportunité à Abidjan. Afrique, là, quand tu prends les routes de l'intérieur du pays, toutes les terres sont à perte de vue. Tout le monde a fait. Et il dit, lui, j'ai la fondation. Et ils viennent, ils sont 3 ou 4. Il dit, parmi les 3, il n'y a pas un qui a été intelligent, il dit, on est en train de se tromper. Conséquence, il tape tous les bureaux de plateau pour demander aide pour les ONG. Bon, je ne dis pas que c'est mauvais. Il ne faut pas aller changer ce que je n'ai pas dit. Mais j'estime que l'Afrique est vierge d'opportunités. Ça veut dire que c'est vierge. Il y a tellement d'opportunités pour apporter des solutions réelles aux réalités et aux défis de ce continent pour que tout le monde devienne entrepreneur social. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Et à mes 15 années d'entrepreneuriat, je peux me permettre de parler à beaucoup de mes jeunes frères qui m'écoutent. Parce que tu vas construire ta vie. Donc, sois entrepreneur. Et après, crée maintenant ta fondation. Pour soutenir et défendre la cause à laquelle tu crois. Tu ne veux même pas payer le prix pour soutenir la cause. Tu veux que d'autres viennent payer à ta place. Tu es encore jeune, tu n'es pas vieux. À 25 ans, tu dis que tu es propriétaire de ONG. Pour faire quoi? Ton énergie là va mettre ça à autre chose pour l'instant. C'est un conseil que je donne. Je n'ai pas dit d'abandonner ton ONG. Elle peut être une activité de plus. Ou bien si tu as la vocation d'être entrepreneur citoyen et social, en ce moment c'est que tu es dans une vocation. Mais 85% des jeunes qui se présentent ne peuvent pas être seulement entrepreneurs à vocation citoyenne et sociale. Quelque chose n'a pas marché. Et ça, moi je suis un aîné, je peux donner courage, conseil dessus. Il ne faut pas prendre à mal ces conseils. Parce que j'estime que tu peux mieux contribuer au développement de ton pays si tu sais ouvrir les yeux sur des opportunités qui ne sont pas assez découvertes et dans lesquelles tu peux investir. Et de façon progressive, tu vas aller à une école, ça ne va pas être facile. Mais c'est tout un processus, tu vas y arriver. Donc il faut savoir détecter une opportunité qui n'est pas encore connue, qui n'a pas encore pris de la valeur. Et que tu es prêt à investir dans cette opportunité. Mes chers leaders, cela est important. Cela est important. Et vous allez vous rendre compte que la vie est simple. Aujourd'hui, par exemple, j'ai créé une ONG appelée ADES, qui s'occupe des orphelines dans une dizaine de villages dans le Zanzan, depuis 2017.
sur conseil du père et Célestin Ibrago, que je salue au passage, nouveau curé de la paroisse Sainte-Thérèse de Tanda, mon père, je te salue, qui avait vu nos initiatives sociales et citoyennes. Tu dis, mais monsieur Ban, pourquoi vous n'allez pas créer une ONG de façon formelle? Et mon épouse et moi, on a créé. Au début, on y mettait des ressources nous-mêmes. Mais pour cette rentrée scolaire, j'ai eu plein d'amis qui me connaissent, qui disent non, nous on a levé des fonds. J'ai une de mes filles à Genève, elle a même cousu des habits de jeunes. Elle m'a envoyé près de 40 tenues de jeunes filles, payées, financées. Ils ont cousu, ils m'ont donné pour que j'aille donner à mes filles orphelines. Dans les enfants, j'ai des frères qui ont fait des dépôts, d'autres 300 000, d'autres 100 000 pour dire payer les fournitures. C'est-à-dire que des personnes qui aujourd'hui, qui ont vu cette initiative et ont décidé de soutenir sans que j'aille leur demander quoi que ce soit. Donc si tu as la crédibilité, tu es entrepreneur et que tu crois qu'il y a une cause à laquelle tu crois, d'autres personnes qui vont voir ta crédibilité viendront te soutenir. Parce que tu as un métier, tu es crédible. Mais toi tu sors de l'école et subitement, on dit tu fais quoi? Tu dis je suis fondateur de ONG. Pour faire quoi? Non, je m'occupe de vieilles personnes dans mon village. Non! Depuis CPI, l'État de Côte d'Ivoire a pris des enseignants pour te former pour que ce soit la fin de ton parcours. Ne prenez pas mal, s'il vous plaît, c'est un conseil. Parce que j'estime que vous pouvez mieux apporter à nos nations pour le potentiel qui est en vous, chers jeunes. Et à côté maintenant, vous développez des initiatives citoyennes et sociales. Et pour lesquelles vous-même vous avez des ressources intervenues. Et d'autres personnes qui doivent venir vous soutenir. Cela est important. Ça vous rend crédible parce que souvent quand vous voyez que vos ONG ne décollent pas, non. Parce que les gens pensent qu'ils vous donnent l'argent, c'est pour aller vous nourrir vous-même. Donc il n'y croit pas. Nul n'est du aussi, hein. En tout cas, merci Michael Sansan. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. C'est important. Michael, c'est un de mes fils. Je vous aime beaucoup. Je vous dis la vérité. Moi, ma prière, c'est que d'ici 5-10 ans, je vois beaucoup de nos leaders, vous êtes devenus des champions partout. D'autres en politique, d'autres dans la diplomatie, d'autres même dans les initiatives citoyennes, tu es devenu parce que tu as une grande vision d'investir dans le social. Et puis bon, tu as réussi dedans parce que tu as une cause que tu as traversée, que Dieu a mis sur ton cœur d'entreprendre. Toi, tu n'es pas là pour chercher l'argent, tu veux juste défendre une cause citoyenne qui te tient à cœur et tu peux le faire. En ce moment, c'est une vocation. Mais en fait, un métier pour dire non, moi j'ai créé ONG pour aider, c'est mon métier qui est là. Alors que peut-être que ce n'est même pas ta passion de vie. Parce que bon, tu te dis c'est la voie rapide pour gagner quelque chose. Non, il ne faut pas utiliser cette voie pour dépouiller les autres. Ce n'est pas un métier forcément. Dans la vie, il faut être intègre. C'est important. Parce que moi, je connaissais une dame que je ne vais pas nommer. Et mon épouse peut témoigner. Elle prenait la cause d'orpheline pour lever l'argent dans les mains des gens. Mais les orphelines, elle ne les a jamais vues même. Vous voyez? Donc malheureusement, il y a beaucoup d'arnaques dedans. Et ça fait que ceux qui sont dans de bonnes causes, on a du mal souvent à les aider. Voilà. Ouvrez les yeux, regardez tel mode d'opportunité. Regarde. Souvent lorsque je détecte une opportunité, je commence à y investir sur plusieurs années. C'est comme par exemple mon projet La Roue d'Euro avec le ministère du Tourisme. Je continue de toujours mettre de l'argent dedans. Il y a des gens qui pensent que mais pourquoi tu mets de l'argent en long circuit comme ça? Tu vas aller à Congo, tout ça, aller à Bouna, Bondoukou, tout ça, vraiment tu n'es pas fatigué. J'ai dit mais ce circuit-là, je n'investis pas dedans pour gagner tout de suite. Et je vous allez comprendre que j'ai eu très tôt raison d'avoir cru en ce circuit. Vous allez voir. Et le temps est en train de me donner raison actuellement. Et d'ici 2 ans, 3 ans, ça va être un des plus beaux investissements que j'aurais pu réaliser, que j'ai réalisé. Il y a des choses qui prennent du temps pour réussir. N'oubliez pas cela. Ça ne va pas te nourrir dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais continue à y croire. Mais ce genre d'investissement, généralement, on n'y met pas assez de ressources. On met des ressources mesurées, calculées. Mais en même temps, on est là-bas et puis on l'entretient jusqu'à ce que ça atteigne la maturité nécessaire pour que tu puisses passer à une vitesse supérieure.
Et ce genre d'investissement-là, on n'y engage pas de grosses ressources. Tu les détectes et tu mets des ressources stratégiques légères dedans. Pas risquées. Et tu avances de façon stratégique. Jusqu'à ce qu'il y ait de la visibilité et qu'un marché réel soit créé. On n'investit pas toujours dans une opportunité parce qu'un grand marché existe. Je vous ai dit que dans l'une de mes sessions ici, que l'être humain est une entité évolutive. Aujourd'hui, peut-être il y a une opportunité pour laquelle peut-être il n'y a pas de grand marché. Mais écoute, il arrivera un jour que les besoins des hommes évoluant, cela va devenir un gros marché sous ta main. Mais à la différence de tes concurrents et des autres, c'est que c'est toi qui l'auras perçu et tu es mieux préparé pour y répondre. Peut-être qu'au moment où tu es en train d'investir dedans, beaucoup de personnes n'y croient pas. Vous comprenez, mes chers leaders? La vie est un grand processus. Donc là où certaines personnes ne sont pas intéressées par une opportunité que tu détectes aujourd'hui, sois prêt à détecter ce type d'investissement et de façon progressive commence à y mettre de l'argent. Moi, je me souviens par exemple à Bondoukou. J'avais un ami qui traversait quelques difficultés financières et dit: ah, déjà je vais vendre un lot de terrain vraiment dans un endroit. Il m'avait fait son prix, je crois, autour de 7-8 millions. Et un îlot de 14 lots, 700 mètres carrés par lot. Bon, c'était un moment où je faisais beaucoup d'investissements, donc vraiment je ne voulais pas m'engager. Et il m'a dit encore: j'ai un autre îlot. Donc, je regardais, j'ai dit: ok, je vais acheter. J'ai acheté. J'ai fait mes ACD. Mais là où se trouve mon îlot, il y a seulement une rue qui me sépare du site de l'université de Bondoukou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas payer l'eau là-bas. Il y a une rue. C'est-à-dire que si tu arrives à l'université de Bondoukou qui vient d'ouvrir ses portes, c'est une rue qui me sépare. J'ai un îlot, je vais clôturer. De plus d'un hectare, 14 lots. Aujourd'hui, si tu veux payer un lot là-bas, on va te dire au moins 2 à 3 millions. Là où je les ai payés à 600 000, 600 000. C'est-à-dire en l'espace de 2-3 ans, regardez. Et dans 5 ans, au fur et à mesure que l'université croit, regardez ce que ça va devenir. Parce que j'ai senti que peut-être dans l'immédiat, je ne vais pas pouvoir développer, mais au moins cette zone-là de l'avenir. Donc j'ai saisi l'opportunité. Il y a des investissements peut-être pour lesquels dans l'immédiat tu ne vas pas gagner, mais sa valeur n'est pas forte. Ça ne te demande pas de grandes ressources. Il faut y mettre ton argent. Ce n'est pas dans tout ce que tu investis dans la vie pour lequel tu vas gagner tout de suite. Il faut savoir fleurir les opportunités. Il faut les sentir. Il faut développer cette capacité à sentir les choses avant les autres. C'est vraiment important. Tu veux être un entrepreneur? Il faut savoir sentir les choses. Alors, pour finir, je vous propose une dernière stratégie en matière d'investissement. Et nous allons boucler ce thème la semaine prochaine. Mes chers leaders, généralement, lorsqu'on dit qu'il y a nouveauté, c'est rare de voir moi, Olivier, aller payer nouveauté. Parce que je sais que tout ce qui est nouveau et qui a de la qualité est cher. Je laisse soit des mois passés ou bien années passées. Parce que les choses qui naissent nouvellement se déprécient. En dehors de l'immobilier, tout le reste que vous voyez se déprécie. Voiture se déprécie. Téléphone se déprécie. Ordinateur se déprécie. C'est-à-dire perdre leur valeur marchande. Donc vous pouvez avoir une opportunité aujourd'hui. Et dans l'immédiat, peut-être il y a l'argent pour payer. Et on va te dire ça fait 50 millions. Alors que tu vas voir que peut-être dans un an, ça peut retomber à 30 millions. Donc pourquoi tu vas aller injecter 50 millions? C'est pour cela que être un investisseur, c'est aussi savoir patienter. C'est une grâce. Et c'est un don de savoir patienter au moment stratégique. Je vous ai dit une chose dans l'une de mes sessions. Il ne s'agit pas d'avoir de l'argent et des idées pour entreprendre. Ou bien investir. Il faut savoir toujours investir au bon timing. Beaucoup de personnes, dès qu'ils ont des ressources, automatiquement, ils veulent y mettre l'argent immédiatement. Ils ne savent pas choisir le bon timing. Et c'est ce qui peut justifier souvent les échecs de certains investissements.
Et c'est la vérité. Je peux vous assurer que beaucoup de personnes peuvent me reprocher de dire, mais monsieur Ban, pourquoi vous avez fait un grand projet? Et d'ailleurs, des personnes qui sont venues sur notre complexe me l'ont reproché. Mais tu as fait trop de grands investissements, tu aurais dû commencer. C'est vrai, j'ai regretté à un moment donné, en toute honnêteté, en toute franchise, de dire, mais pourquoi tu n'as pas commencé quelque part un peu? Quelque part aussi, je n'ai pas été bien conseillé par mes partenaires et pour lesquels que j'ai sollicité, qui étaient censés me conseiller. Mais à la fin, quand souvent je discute avec notre directeur général adjoint, M. Sekongo Namblé, qui est aujourd'hui le directeur général adjoint de nos usines de Toumoudi, il me dit, papa, moi je ne regrette absolument rien de tout ce qu'on a pris comme décision. C'était la meilleure décision en ce moment précis qu'on a prise à chaque étape. Imaginez-vous aujourd'hui, après la crise en Ukraine, qui peut payer du fer aujourd'hui? Si on n'avait pas fait ces investissements, là où on investit peut-être 10 milliards, ce serait 30 milliards. Aujourd'hui, c'est difficile pour quelqu'un de faire le même type de complexe que nous on a fait aujourd'hui sans payer le double de l'investissement. Donc, c'est vrai que ça paraissait fou, ce risque-là. Mais comparé aux réalités d'aujourd'hui, tu vas te rendre compte que l'on a bien fait d'avoir payé le prix, même si on continue d'en payer le prix. Parce qu'aujourd'hui, ce type d'investissement, tu veux le faire, c'est le triple que tu vas payer. Donc, vous voyez, les choses sur la terre des hommes se déprécient également. Souvent, c'est vrai, tu veux t'offrir des tenues ou bien des choses. Mais pourquoi tu n'attends pas la période des soldes? Tu es dans le domaine, par exemple, des habits, des tenues vestimentaires. Pourquoi tu n'attends pas la période des soldes pour faire tes stocks sur le long terme? Les périodes de soldes sont connues. Mais tu te lèves à tout moment seulement pour aller à Dubaï, pour aller en Europe, pour aller payer parce que tu as l'argent. Pourquoi tu ne fais pas tes achats à des moments bien précis, de façon fréquentielle, bien définie, parce que tu sais à quelle période il y a 60% de discount, de remis, de réduction, il y a 50%, il y a 30%, de sorte que ça te revienne moins cher. Et quand tu reviens, tu peux vendre à moindre coût, mais tu gagnes plus en marge. Les choses se déprécient. Tu es en concurrence contre qui? Personne. Voyez mes chers leaders, investir demande beaucoup d'approches, beaucoup de sagesse, d'analyse et de calme. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que systématiquement tu coupes aller investir. Ce sont des erreurs que j'ai commises et dont j'ai payé le prix fort. Très fort, je vous assure. Et quand tu aimes quelqu'un dans la vie, il ne faut pas dire non, il n'a qu'à plonger son doigt, couper ses deux bras et puis il va apprendre. Non, tant que tu peux lui permettre d'éviter le maximum de casse, il faut l'aider. C'est vrai qu'il va faire aussi ses propres expériences. Mais au moins tu vas l'aider à pouvoir acheter le temps. C'est méchant de connaître une voie et de laisser les autres aller jeter leurs pieds dans le trou pour se blesser. Et dire que non, c'est le parcours normal. Ce n'est pas le parcours normal. Tu n'as pas été gentil. En tout cas, je voudrais vous dire merci pour votre fidélité à Leaders sans frontières. Et vous demandez de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et invitez tous ceux que vous connaissez qui veulent investir, pas seulement entreprendre, mais ceux qui entreprennent et qui veulent continuer à investir dans leurs projets, dans leurs idées, à se connecter et à s'abonner à notre plateforme. Toutes les formations sont sur la page. Également, nous avons une page YouTube et à laquelle nous vous demandons de vous abonner également massivement, puisque là-bas les formations sont reprises, et travailler avec nos équipes techniques pour vous permettre, n'est-ce pas, de mieux les suivre calmement de façon studieuse, où les passages les plus importants sont retenus pour vous donner d'aller à l'essentiel. Donc, je vous invite à vous abonner également sur la page YouTube Leaders sans frontières. En tout cas, c'est un plaisir pour nous, chaque mardi à partir de 11h30, de vous retrouver pour vous partager des sessions de masterclass, pour que tous ceux qui aspirent à l'entrepreneuriat, au leadership et à la construction d'une carrière professionnelle puissent avoir des outils qui leur permettent de se construire de façon apaisée et calme. Parce que la vie est un long processus. Et cela demande qu'on ait des outils qui nous permettent de minimiser les erreurs et en même temps d'être efficaces dans les élans et les initiatives que vous prenez tous les jours.
Notre objectif est clair. Vous assistez de façon méthodique, vous accompagnez à réussir la plupart de vos initiatives. Même quand certaines de vos initiatives connaîtraient des échecs, soyez rassurés. Vous n'aurez pas perdu, vous aurez appris et cela aura renforcé davantage votre expérience et cela augmentera votre sagesse. Peu importe le résultat de vos initiatives, ce dont vous devez être convaincu, ce que vous n'avez pas perdu, mais vous avez appris. Et celui qui sait apprendre a réellement gagné dans la vie. En tout cas, je vous dis merci pour votre fidélité. Et je passe la parole à M. Tanour, qui a, je crois, il y a 2 personnes qui ont posé des questions. Est spécialisé dans une entreprise médicale. Alors, sa question est de savoir comment faire face aux difficultés de gestion financière dans son entreprise, c'est-à-dire gestion du chiffre d'affaires, bénéfices et puis accès au financement. Ça, c'est la première question de M. Caleb. Je précise que son entreprise est dans le domaine médical. Faites face à un souci de gestion financière, cela peut être revêtir plusieurs origines. Quelle est la démarche comptable et financière que vous avez en interne? Quelles sont les lois financières, n'est-ce pas, qui gouvernent votre politique financière en interne? Comment est-ce que la politique budgétaire est définie? Est-ce que vous avez une politique de budget? Parce qu'une politique de budget intègre systématiquement tout ce qui a trait aux réalités de coûts. Parce que si vous ne savez pas exactement quels sont les coûts de gestion, alors à partir de quoi vous allez former votre prix final? Donc c'est de passer déjà en revue l'ensemble de vos coûts, surtout le coût unitaire, et à partir de là vous saurez exactement est-ce que je vends à perte ou alors est-ce que je fais des gains. Cette analyse financière est très importante. Tout part du budget. Souvent on parle de budget prévisionnel parce qu'une année qui commence, ce ne sont que des prévisions, mais une prévision fondée sur l'historique, parce que si votre cabinet existe, cela voudrait dire qu'il y a déjà une historique. Donc à partir de là vous saurez exactement quels sont les différents coûts. Est-ce que en tant que cabinet médical, quels sont les coûts les plus importants de votre cabinet? Est-ce que c'est la gestion du personnel? Est-ce que ce sont les consultants de vos consultants, c'est-à-dire de vos médecins, de vos spécialistes? Voyez, est-ce que c'est l'amortissement de vos équipements dans lesquels vous avez investi? Est-ce que ce sont les bureaux que vous louez qui sont trop chers? Ou alors d'autres charges d'exploitation telles que par exemple l'électricité, l'eau, le déplacement, le téléphone et tout ce qui est comme communication? Quelles sont vos politiques d'optimisation? Parce que pour que j'aille dans les détails, est-ce que vous avez une politique qui vous permet de maîtriser les charges de fonctionnement? Généralement, vous payez des factures pour lesquelles vous n'avez pas mené une analyse pour dire mais la facture que je paye chaque mois, est-ce qu'on ne peut pas la réduire? Parce que tout gestionnaire doit intégrer de façon systématique une analyse de ses charges pour voir est-ce que les charges ne sont pas exagérées au regard de la nature de mes activités. Et à partir de cette analyse, tu vas te rendre compte. Est-ce qu'il n'y a pas de type de prestations qu'il faut que j'externalise qui me reviennent moins cher et d'autres prestations que je vais internaliser parce qu'elles sont stratégiques et que je ne peux pas du tout les mettre ailleurs ou bien les mettre dans les mains d'un prestataire externe. Donc à partir d'un certain nombre d'analyses sur la nomenclature de vos charges, vous saurez exactement quelle politique d'optimisation mettre en place. Ensuite, vous venez maintenant sur votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire les ventes. Quelles sont les sources de revenus? Quel est le flux de revenus? Qu'est-ce que vous vendez de façon pratique? Est-ce que ce sont des radios, des examens, des consultations, des expertises, des opérations spécifiques? Où se trouve, comment votre chiffre d'affaires est formé? Et à partir de là, vous allez voir quelles sont les activités stratégiques qui constituent votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire qui font rentrer de l'argent dans votre activité. Peut-être qu'il y a des activités que vous pratiquez qui ne sont pas rentables du tout et qui plombent complètement votre chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que peut-être cette activité vous prend 30% de votre temps de travail, mais vous continuez de la pratiquer au sein de votre cabinet. Et vous allez vous rendre compte peut-être qu'elle n'est pas rentable. Est-ce que ce n'est pas mieux pour vous d'avoir un partenaire avec un autre cabinet? Et peut-être, lorsque vous lui envoyez par exemple des clients, il vous reverse par exemple des commissions
et en termes de partenariat, mais pour lequel vous n'avez plus besoin de recruter du personnel pour ça. Ou alors, il faut redéfinir une politique sur peut-être cette prestation de sorte à ce qu'elle soit utile et qu'elle puisse se justifier dans votre activité. Vous voyez? Et regardez votre modèle de facturation. Est-ce que le prix que je facture est vraiment conforme d'abord à la réalité du marché? Est-ce que je ne suis pas trop moins cher? Est-ce que c'est parce que mes charges sont importantes que je suis obligé de facturer? Donc quand tu vas te rendre compte que tu mets une analyse pour réduire tes charges, parce que les charges vont avoir un impact tout de suite sur ta politique de prix. Tu sauras exactement, est-ce qu'il faut que j'augmente légèrement peut-être au regard de l'inflation et des coûts qui ont explosé sur le marché? Si vous êtes en Europe par exemple, nous savons très bien que le gaz a augmenté l'énergie. Donc tout ceci a un impact sur la rentabilité d'une activité. Donc cette analyse sur tes coûts de fonctionnement et de gestion te permettra en même temps de façon conséquente de pouvoir engager l'analyse sur ta politique de prix, de savoir est-ce qu'il faut que j'augmente légèrement mes prestations de sorte à amortir, n'est-ce pas, mes charges, pouvoir les avaler, pour ne pas que cela impacte négativement ma rentabilité. Parce que souvent tu vas te dire, ok, je mets une marge de 25 ou 30%. Et tu penses que tu es rentable, et à la fin quand tu fais le bilan, tu te rends compte que non, par exemple, tu es perdant, ou alors tu n'as eu que 5% de rentabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a des charges cachées que tu n'as pas su apprécier qui ont valé tout ton chiffre d'affaires. C'est vrai que peut-être tu peux faire un chiffre d'affaires peut-être de 500 000, 1 million ou 2 millions d'euros. Et tu te rends compte qu'à la fin, tu as 100 000 euros de bénéfices. Mais il peut se trouver par exemple que tu te retrouves à faire 800 000 euros de chiffre d'affaires, mais à la fin tu as 250 000 euros de bénéfices. Donc ce n'est pas l'importance du chiffre d'affaires qui justifie la rentabilité d'une activité. Voyez, souvent il y a des personnes qui ont des chiffres d'affaires gonflés, sont importants, mais l'activité n'est pas rentable. D'où l'analyse financière pour savoir exactement. Il ne faut pas être impressionné par le montant de ton chiffre d'affaires. C'est de regarder les indicateurs de performance. Est-ce que ma marge brute est intéressante? Est-ce que mon résultat net est intéressant? Ainsi de suite. Est-ce que mes amortissements sont en place? Est-ce que je peux renouveler mon outil de production, mes appareils, mes radios, ainsi de suite? Ou alors peut-être, cette analyse va te permettre de dire, est-ce que ce n'est pas le moment de renouveler mon appareil médical? De sorte, qu'en le renouvelant, je puisse offrir plus de prestations. Et à partir de là, je peux mieux facturer parce que les clients vont comprendre que mon cabinet a investi. Maintenant, je peux mieux assister mes patients. Cela voudrait dire qu'il peut mieux payer de sorte à ce que je puisse encore créer plus de la richesse. Bref, voilà autant de paramètres qu'il faut mettre dans la balance. Ensuite, c'est de regarder maintenant la gouvernance financière en interne. Est-ce que les personnes qui sont dévolues à votre comptabilité et à vos finances, ce sont des personnes vraiment qui sont à la hauteur de vos attentes? Si vous faites toutes ces analyses que ceux qui doivent gérer les finances ne sont pas à la hauteur, il y a un problème. Parce que si vous avez un financier qui chaque trimestre ou chaque mois ne fait pas une analyse financière pour voir est-ce que vous êtes rentable et que lui il a simplement pour rentrer le compte, vous voyez, débit, crédit, faire les enregistrements et puis après vous êtes surpris de ce qu'il y a des postes de charges qui ont explosé. La fois dernière par exemple, moi j'ai reçu une facture de CIE, compagnie ivoirienne d'électricité. Et j'ai dit à mon financier, parce qu'on a l'habitude de payer, mais quand il m'a envoyé le point financier, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on va payer 800 000? Parce qu'on n'avait pas l'habitude de payer ce montant. Nous sommes dans les 350 000, 400 000, ainsi de suite. Donc ça c'est raisonnable parce qu'on a quelques salles serveurs, on a des équipements qui sont connectés. Bon, ça va. Mais quand je vois 800 000, il faut bien que je demande une explication. Il dit non, on avait eu 2 disjoncteurs qui avaient eu des soucis. La CIE est venue les remplacer. Mais ils ont dit qu'ils allaient les répercuter sur les factures à venir. C'est la raison pour laquelle on est obligé de payer. Je dis, ah d'accord, je comprends. C'est-à-dire, c'est un investissement déjà réalisé, c'est maintenant qu'ils sont en train de répercuter sur les factures. Au moins, ça se comprend. Mais ça veut dire que j'ai un regard permanent. Par exemple, je me suis assuré que chaque collaborateur qui sort du bureau, automatiquement, il ne laisse pas son chargeur d'ordinateur branché et que la lumière est connectée. Non! J'ai mené cette analyse parce que je l'ai constaté et donc j'ai réuni le personnel pour faire passer un message. Pour que ton salaire soit garanti et que l'activité se pérennise, c'est ta mentalité et ton attitude. Est-ce que chez toi, il y a des gens par exemple qui quittaient le bureau en laissant l'esprit pour sortir. J'ai réuni le personnel et j'ai dit, mais il y a un souci. Est-ce que quand tu quittais ta maison ce matin, tu n'as pas atteint ton split? Il dit oui. Il dit, mais tu l'as été parce que c'est toi qui paies la CIE, parce que tu viens travailler ici chez nous.
Comme tu ne payes pas la CIE, tu laisses le split pour sortir. Donc ta mentalité va détruire la société qui te paye et tu vas te retrouver au chômage. Parce que c'est ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Donc il faut éduquer aussi les gens à avoir une attitude systématique d'optimisation dans leur tête. Si tu rentres dans les toilettes, par exemple, tu te rends compte que non, et comment on appelle les trucs là, les chasses d'eau là en train de couler. L'eau fait que toi-même tu as entendu avant de rentrer pour aller faire tes besoins. Tu es sorti, tu n'as même pas parlé pour qu'on répare. Ça veut dire qu'il y a un problème de conscience. Donc il y a toutes ces réalités. Et ça, c'est la gestion quotidienne d'une entreprise. Et il faut que vous soyez soutenus par des collaborateurs qui soient capables de passer en revue ces questions. Ils ne sont pas là simplement pour vous envoyer des rapports, pour faire croire que tout va bien. Ils doivent analyser de façon détaillée l'ensemble des charges que vous supportez pour voir si elles se justifient au regard de la conjoncture économique actuelle, de la nature de vos activités, de leur niveau de croissance, pour voir si des changements périodiques ne sont pas nécessaires ou des décisions ou alors des sensibilisations nécessitent d'être menées à un moment donné. Bref, ça c'est une question pour laquelle tu devrais payer une consultance, mon cher Caleb. Tu me fais donner des cours en finance. Oui, la prochaine question pour clore tout ça, c'est quoi? Monsieur Adou Kofi Patrice de Tojo Côte d'Ivoire. Je pense qu'il est avec nous, Monsieur Adou. Monsieur Adou, vous avez une question pour Monsieur Ban. Oui. Bonjour, Monsieur le PDG. La question est la suivante. Nous savons qu'aujourd'hui, l'industrie culturelle a fait des preuves aux États-Unis avec nos Hollywood en Inde et au Nigeria. Mais en Côte d'Ivoire, nous nous rendons compte que maintenant les choses sont en train de prendre et qu'il y a beaucoup de personnes qui ignorent que l'industrie culturelle est un domaine d'entreprise où nous pouvons entreprendre et avoir des ressources additionnelles et des revenus. Donc ma question précise, c'est comment mobiliser les ressources humaines ivoiriennes dans le volontariat ou bien dans le bénévolat. Et aussi comment intéresser les financiers à investir dans le domaine culturel. Alors merci Adou Patrice, voilà, félicitations pour vous pour Togo Ivoire. Et je crois que j'ai eu l'honneur à plusieurs reprises de vous visiter, de passer un moment qui nous a replongé un peu dans notre culture et de passer un moment festif ensemble, n'est-ce pas, culinaire, que j'apprécie énormément. Il y a ce qu'on appelle l'industrie culturelle et l'industrie de l'art. Sachez que la difficulté en Afrique souvent pour mobiliser des investissements ou alors des ressources dans l'industrie, et lorsque vous prenez par exemple le domaine cinématographique, c'est pareil. Je crois que si le cinéma africain a du mal à décoller, c'est parce qu'on ne l'a pas industrialisé pour que des acteurs et du secteur privé réalisent que même le cinéma est une opportunité d'investissement. On n'a pas encore intégré cette réalité et je crois que ce sont ces mêmes défis auxquels l'industrie, n'est-ce pas, de l'art et bien entendu culturel est confrontée. Pourquoi? Parce que nous sommes encore très baignés dans notre tradition, nous le vivons tous les jours. Donc on ne voit pas pourquoi est-ce qu'il faut encore leur investir pour quelque chose qui est naturel dans notre sang. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que les générations ont changé. Et sachez que à plus de 60 ans d'indépendance, les générations que vous allez trouver en ville, aujourd'hui près de 60% des jeunes qui naissent et n'ont pas une culture du village. Même quelqu'un qui naît aujourd'hui au village ne connaît même pas son village. Il va grandir, mais après le CM2, il est parti. Aujourd'hui, nous n'avons même plus de concessions où nous mangeons entre les adultes, les vieux, les jeunes, ça c'est fini. Donc on est vraiment devenu une société occidentalisée. Cela voudrait dire qu'il y a une soif de redécouverte de notre culture, de nos traditions, et en même temps, nous sommes en quête pour les jeunes d'aujourd'hui, n'est-ce pas, d'espace et d'épanouissement et de loisirs. Déjà, il faut savoir déjà qu'il y a ce besoin crucial et réel qui existe. Alors, l'industrie culturelle et de l'art, c'est un projet d'entrepreneuriat qui n'échappe pas à une règle particulière, qui n'a pas ses règles particulières. C'est de monter votre projet sous plusieurs formes. Soit
vous êtes une entreprise en bonne et due forme qui investit dans le domaine du tourisme, de l'art et de la culture, et vous allez avoir un business plan, c'est-à-dire un modèle économique qui va avec. Quand on dit modèle économique, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez vendre vos prestations et vos services, et que le message soit clairement défini comme tel, et que vous sachiez quelle est votre cible clientèle. Est-ce que vous allez cibler des entreprises, des administrations, le public, et que vous puissiez définir des paquets qui d'offres bien définis. Est-ce que vous pouvez avoir des accords avec des écoles pour que les élèves puissent aller apprendre pendant qu'ils s'épanouissent et au divertissement, en même temps ils découvrent des choses? Ou alors vous êtes une fondation? Parce que comme c'est le domaine de la culture et bien entendu de l'art, si vous êtes une fondation qui fait la promotion de l'identité culturelle, n'est-ce pas, de nos régions et de tout ce que nous avons de riche, qui est authentique, en ce moment vous avez la possibilité non seulement de solliciter des appuis étatiques, parce que vous faites la promotion et de la tradition et de la culture, de l'art, mais également vous pouvez solliciter et ce que j'appelle les chancelleries occidentales ou internationales qui ont une préoccupation de pousser les Africains aussi à redécouvrir les cultures, et souvent qui ont des budgets qui sont disponibles et qui peuvent vous accompagner à développer de telles initiatives. Donc, tout dépend de l'orientation que vous voulez donner à votre vision. Moi j'appelle cela une vision. Est-ce que ça, vous êtes un entrepreneur social, voyez, qui veut faire la promotion de la culture et pour laquelle les gens pourront payer des forfaits pour venir participer, n'est-ce pas, à vos activités, que ce soit culinaire ou festive, et les gens sont prêts à payer. Mais en réalité, votre objectif, ce n'est pas d'abord pécunier, mais c'est de promouvoir. Mais cela ne voudrait pas dire qu'un entrepreneur social ne réussit pas sa vie non plus. Il va se faire du chiffre, il va réussir, mais il est entrepreneur social. Ou alors, vous êtes un entrepreneur qui veut faire du business avec l'industrie et de l'art, ou alors l'industrie et, n'est-ce pas, et tout ce qui va avec, et en ce moment-là de la culture culturelle, et en ce moment, ben, vous développez un modèle économique adéquat. Et pour le contenu, je pourrais vous donner des idées, mais pas ici. Je pourrais vous donner des idées de façon détaillée, et je crois que cela va vous permettre, n'est-ce pas, d'être efficace et de pouvoir pérenniser votre activité. Parce que n'oubliez pas, lorsque quelqu'un a une idée, écoutez, je résume et je conclue. Une chose, c'est d'avoir une idée, mais c'est une autre, c'est de pouvoir la professionnaliser. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes font la même chose et il y a une confusion. Et cela vous fait que vous perdez un marché potentiel parce que vous n'avez pas pu vous structurer et anticiper votre développement à temps. Donc, je crois que c'est le moment de marquer un arrêt pour faire déjà un bilan mi-parcours de vos activités et savoir exactement quelle est l'orientation future que nous donnons à cette activité de sorte à pouvoir occuper l'espace du territoire national et pourquoi pas de l'Afrique. En tout cas, je vous souhaite à tous nos leaders une excellente journée. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et sachez que je suis très heureux, l'équipe technique qui m'accompagne, d'avoir passé ces instants en votre compagnie. J'ose espérer que vous avez passé un excellent moment et que vous aurez appris quelque chose par nos humbles personnes. Et plaise à Dieu que cela puisse vous être profitable et que lorsque nous allons retrouver dans quelques mois, dans quelques années, chacun de nos leaders puisse réellement réussir ce pour lequel il s'est engagé, soit dans les affaires ou dans la construction d'une carrière et professionnelle également, pour révéler votre leadership. En tout cas, je suis très heureux, et chers leaders, de me tenir chaque jour en votre compagnie, tous les mardis, à partir de 11h30. Je vous invite solennellement ici à partager massivement nos sessions, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui viennent juste nous suivre, mais également à partager à toutes vos connaissances. Nous sommes en train de préparer des modules pour pouvoir intervenir dans les écoles. Donc si vous êtes et vous avez quelqu'un qui gère une université, une grande école, voyez, même une école primaire pour des élèves de CM2, c'est-à-dire nos enfants, on a des sujets vraiment à minima de 15 minutes pour pouvoir aller dans des écoles, réunir les élèves de CM et CM2 et leur donner un discours qui s'adapte à leur niveau de connaissance. Et les élèves également qui sont au secondaire, pour les lycées et collèges, que nous pourrons également assister pour leur permettre déjà de grandir déjà dans cette mentalité d'autonomie et de pouvoir avoir la vision d'initiative privée et de prise de risque. Donc nous sommes en train
de préparer ces programmes pour les universités, les grandes écoles, vous pourrez nous contacter, vous avez nos contacts sur la page Facebook, vous pourrez nous écrire, vous demander des partenariats et à partir de 2024, Leaders sans frontières pourra se déplacer à l'université, n'est-ce pas, l'Orunion de Daloa, l'université de Bondoukou, l'université Félix Houphouët-Boigny, l'université, n'est-ce pas, et Peleforogon de Korogo, ainsi de suite, et les grandes écoles de formation, et n'est-ce pas, qui sont à Abidjan un peu partout. En tout cas, dans le cas d'un agenda, d'un chronogramme que nous allons définir. Et si vous voulez faire partie de ce programme, que vous connaissez quelqu'un qui a une grande école, c'est le moment de nous inviter. Mais en même temps, nous voulons le faire en partenariat avec les élus locaux. J'insiste, les élus locaux, c'est-à-dire les mairies, les conseils régionaux, qui veulent que leur jeunesse puisse s'édifier davantage, être accompagnée. Et cela va être programme accompagné d'une journée de pitch, c'est-à-dire le porteur de projet, il aura un jury qui viendront présenter leurs projets, qui vont pouvoir être structurés, conseillés, et les meilleurs projets pourront être accompagnés de façon officielle par Leaders sans frontières, en partenariat avec les mairies qui ont souvent des budgets et à l'endroit des jeunes, pour que nous puissions être, n'est-ce pas, des mentors, des conseils qui puissent structurer ces projets pour les jeunes et, n'est-ce pas, au sein de nos mairies sur l'étendue du territoire. Voilà, ce sont les initiatives et les innovations des Leaders sans frontières à partir de 2024, mais c'est dès maintenant que nous allons commencer à structurer, à travailler cela. Donc si vous avez des connaissances qui sont des élus, ainsi de suite, en tout cas ils pourront nous écrire, nous allons regarder leur situation géographique et leur vision de leur mairie pour leur jeunesse, et ensemble je pense qu'on peut définir des programmes de développement, que ce soit dans l'agriculture, dans l'élevage, dans bien des secteurs d'organisation des femmes, des petites industries locales, et dans le cadre des programmes portés par l'État, et que nous puissions apporter notre contribution pour faire du lobbying auprès des pouvoirs publics, pour que des fonds qui soient mis à disposition à travers notre accompagnement, nous puissions, en tant que Leaders sans frontières, accompagner de telles initiatives. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Bien entendu, à nous revoir la semaine prochaine. Excellente journée à tous et à toutes. À bientôt.